Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation sur la prévention du suicide. Je m'appelle Myriam Chebat, je suis travailleuse sociale pour les SFME. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est difficile, donc on va parler de suicide. Ça peut être un sujet qui peut être troublant ou difficile pour certaines personnes. Peut-être il y a des gens parmi nous aujourd'hui qui écoutent, qui ont peut-être déjà perdu un être cher au suicide ou encore qui luttent eux-mêmes contre des idées suicidaires. Donc si vous en sentez le besoin, je vous encourage fortement à me contacter directement ou encore à utiliser les ressources qui sont mises à votre disposition à la fin de cette présentation. Donc, aujourd'hui, à la fin de la présentation, on devrait être capable de, avoir une meilleure compréhension des facteurs de risque et des signes précurseurs relatifs au suicide, et de 2, avoir une meilleure réponse aux personnes exprimant des pensées suicidaires. Les mots sont importants, la sémantique est importante quand on parle de suicide. Surtout quand on s'adresse à quelqu'un qui souffre et qui peut être particulièrement sensible au jugement des autres. Donc, c'est mieux de ne pas utiliser certains mots qui peuvent porter un jugement de valeur. Ça peut imposer un fardeau supplémentaire aux personnes qui pourraient ne pas demander de l'aide ou pas s'exprimer par crainte de jugement ou de représailles. Le fait d'être conscient du langage qu'on utilise lorsqu'on parle de suicide, ça peut aider à sauver des vies, donc ça peut être un incitatif assez important pour faire attention. Donc, c'est mieux d'éviter certains mots, par exemple, commettre un suicide. Le mot commettre est souvent associé, par exemple, à le fait de commettre un crime ou le fait de commettre un péché. Le verbe commettre, ça implique donc un jugement de valeur. Aussi, un suicide qui est complété, un suicide réussi, ces mots représentent une connotation positive. Donc, on complète, par exemple, un projet ou on réussit dans la vie ou réussit quelque chose. C'est mieux de ne pas associer ces mots-là au suicide. Aussi, à l'inverse, une tentative qui serait qualifiée de manquer, échouer, infructueuse, par exemple, ça suggère que le résultat positif serait la mort et ce n'est pas du tout le message qu'on souhaite transmettre quand on parle de suicide. Au lieu de ça, on peut utiliser des mots comme mort par suicide, survivant de suicide ou simplement suicidé. La spécialiste en prévention du suicide, Susan Beaton, le dit si bien, j'aimerais ça juste qu'on puisse regarder cette citation. Donc, le suicide n'est plus un crime. Nous devrions donc cesser de dire que des personnes commettent un suicide. Nous vivons maintenant dans un monde où nous cherchons à comprendre les personnes qui vivent des pensées, des comportements et des tentatives de suicide, puis à les traiter avec compassion plutôt que de les condamner. Une partie de ceci consiste à utiliser une terminologie appropriée et non stigmatisante lorsqu'on fait référence au suicide. Donc, j'aimerais ici qu'on explore quelques idées reçues sur le suicide. Donc, je vais vous demander d'examiner si vous pensez que c'est une vérité ou un mythe. Donc, la première déclaration, parler de suicide augmente les risques de suicide. Donc, ceci est un mythe. C'est une idée qui est dépassée et il n'y a aucune donnée pour supporter cet énoncé. La plupart des personnes qui envisagent le suicide sont en fait soulagées de pouvoir parler ouvertement de ce qu'elles vivent et de rompre le silence. En fait, il y a aussi certaines études qui démontrent le contraire, que de parler de suicide, ça réduirait en fait le risque de suicide au lieu de l'augmenter. Donc, ce serait le contraire. Ce ne serait pas d'augmenter les risques de suicide, mais de les diminuer. Donc, vérité ou mythe, les personnes qui font des menaces de suicide ne veulent qu'attirer l'attention, il vaut mieux les ignorer. Donc, ceci est encore un mythe. Les menaces de suicide doivent toujours être prises au sérieux. D'après certaines études, jusqu'à 80% des personnes suicidaires font part de leur intention d'une manière ou d'une autre, soit d'une manière explicite ou implicite, directe ou indirecte. Et le fait d'avoir une intervention qui est appropriée face à des menaces de suicide, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Donc, il faut toujours les prendre au sérieux. Vérité ou mythe, une fois qu'une personne a décidé de mourir, on ne peut rien faire pour la faire changer d'avis. Donc, ceci est encore un mythe. Le suicide est perçu par la personne qui souffre comme un moyen de résoudre un problème, c'est-à-dire de faire cesser une détresse psychologique, émotionnelle ou physique intense. L'objectif, ce n'est pas de mourir, ce n'est pas la mort, mais de mettre fin à la souffrance.
Donc, j'aimerais qu'on explore certaines données sur le suicide au Canada. Il ne faut pas oublier que les données qu'on a, les statistiques qu'on a, sont largement sous-estimées en raison de la stigmatisation sociale qui est liée au suicide. Par exemple, les morts par suicide peuvent être mal classées par la police ou peuvent être dissimulées par la famille en raison de la honte ou d'autres facteurs socioculturels. Et ceci est vrai en particulier dans les pays où le suicide est toujours considéré comme étant un crime. Donc, voici quelques statistiques, quelques données importantes sur le suicide. En moyenne, 10 personnes se suicident chaque jour au Canada, donc meurent par suicide au Canada. Donc, c'est environ 4000 personnes par année. Le suicide est l'une des principales causes de décès chez les jeunes Canadiens, quand ce groupe est moins susceptible de mourir de causes naturelles. Par contre, c'est le groupe d'âge de 40 à 60 ans qui représente le taux de suicide le plus élevé. Et ce groupe utilise des moyens plus létaux que les autres groupes. 45% de tous les suicides sont dans ce groupe, chez les personnes adultes de 40 à 60 ans. Et les hommes représentent environ 73% des décès dans cette catégorie. Donc, on voit que les femmes sont 3 à 4 fois plus susceptibles que les hommes d'avoir un comportement suicidaire, mais les hommes sont 3 fois plus susceptibles de mourir par suicide. Donc, ce paradoxe du genre, qui est lié au suicide, a été étudié de manière approfondie et on sait pas toujours exactement pourquoi les hommes sont plus susceptibles de mourir par suicide, mais par contre, on pense qu'il y a plusieurs facteurs et l'un d'eux serait la construction sociale de la masculinité. Donc, par exemple, le fait d'apprendre aux garçons à être tough, qu'il ne faut pas pleurer, par exemple, ou il ne faut pas parler de ce qu'on ressent. Donc, c'est pas viril de souffrir, c'est pas viril de demander d'aide, et ceci contribue au sentiment d'isolement et le sentiment d'être inadéquat, et ça contribue d'autant plus à la détresse. Aussi, les hommes utilisent des moyens de suicide qui sont plus violents et plus meurtriers, comme par exemple les armes à feu, parce qu'ils ont un accès plus fréquent à ces moyens, par exemple dans le cadre de leur travail. On peut examiner maintenant quelques facteurs de risque qui sont associés au suicide. Le fait de mieux connaître les facteurs de risque, ça peut nous outiller, savoir quand intervenir. Donc, c'est important aussi de prendre en considération que le suicide, ce n'est pas le résultat d'une cause ou d'un événement unique, mais c'est une interaction complexe entre différents facteurs, différents éléments de stress, et aussi le fait d'avoir accès à des moyens létaux. Donc, il y a des facteurs démographiques, comme on l'a vu précédemment. Donc, les hommes adultes âgés de 40 à 60 ans sont plus à risque, par exemple. La présence de maladies mentales, de troubles de personnalité, de maladies physiques ou de douleurs chroniques. Donc, le plus il y a de diagnostics, plus le risque est élevé. L'abus de substances, donc le suicide et l'abus d'alcool et de drogue sont liés de plusieurs façons. D'une façon, c'est que les personnes qui souffrent peuvent être plus à risque d'utiliser des substances pour s'auto-médicamenter, pour soulager des douleurs émotionnelles. Et aussi, puisque l'état d'intoxication peut réduire les inhibitions face au passage à l'acte. Aussi, le manque de soutien social, l'isolement, l'expérience d'exclusion sociale. On est des animaux sociaux. Vivre en isolement, se sentir exclu, c'est une expérience qui est extrêmement douloureuse. Donc, on sait que le fait d'appartenir, par exemple, à une minorité ethnique, culturelle, minorité au niveau d'orientation sexuelle ou de l'identité de genre sont des facteurs de risque. Si on regarde, par exemple, chez les jeunes des Premières Nations au Canada, le taux de suicide est de 5 à 7 fois plus élevé que la moyenne et 14 fois plus élevé chez les hommes inuits. Si on regarde chez les personnes transgenres, d'après certaines données, 78% des personnes transgenres ont déjà envisagé le suicide et 40% de cette population-là ont déjà tenté de se suicider. Aussi, d'autres facteurs de risque, on peut regarder l'antécédent d'acte suicidaire, donc la chronicité. Donc, plus souvent une personne a déjà agi ou passé à l'acte dans le passé, plus grande est la probabilité que la personne essaiera de nouveau dans l'avenir.
Et aussi l'acuité, donc l'apparition récente de pensées suicidaires. Une personne qui commence à avoir des idées suicidaires est commencée comme étant plus à risque, puisqu'on sait que la plupart des tentatives de suicide se produisent dans l'année suivant les premières pensées suicidaires. Aussi, l'expérience récente d'une perte ou d'un décès, par exemple la perte d'un ami ou d'un membre de la famille, particulièrement le deuil par suicide, mais aussi l'expérience de n'importe quelle perte, que ce soit par exemple la perte d'un emploi, d'un statut social ou d'une relation importante. La présence de difficultés financières, une historique de traumatisme ou de violence, et aussi d'autres facteurs comme par exemple des caractéristiques personnelles, tels que des traits de personnalité impulsifs, le désespoir, et aussi des facteurs logistiques tels que l'accès à des moyens létaux et des facteurs environnementaux, par exemple le climat sociopolitique et l'expérience d'emprisonnement. Alors, des signes qu'on peut regarder, des choses qu'on peut déceler, on peut se référer à l'acronyme les CAP. Donc, c'est un acronyme pour changement, action, parole, émotion et situation. Donc, de regarder les changements. Donc, des changements dans la personnalité, le comportement, les habitudes de sommeil ou alimentaires, la perte d'intérêt pour des amis, des activités, ou aussi une amélioration soudaine après une période de dépression ou de retrait. Donc, ceci peut être quelque chose qui peut être difficile à déceler parce que des fois, ça va passer sous le radar, mais des personnes qui montrent une amélioration soudaine de leur état, ça peut être une situation qui peut être à risque aussi parce que les personnes qui planifient activement leur suicide peuvent anticiper un soulagement au fait de penser que leurs souffrances vont bientôt être finies. Donc, ceci peut aussi être un drapeau rouge. Donc, on peut regarder, par exemple, des changements au niveau, qu'est-ce qu'on peut voir, des fluctuations au niveau du poids, une apparence qui est moins soignée, ou à la présence de nouvelles plaies d'automutilation, ou une augmentation ou le fait de commencer à abuser des substances comme l'alcool ou des drogues. On peut regarder aussi les actions, donc les changements au niveau du comportement, comme le fait de devenir plus reclus, ou le fait de s'isoler, ou le fait de consulter des signes, des sites web, des sites web favorables au suicide, le fait d'accroître la prise de risque, ou le fait d'organiser, par exemple, ses obsèques, ou le fait de faire le ménage, donc de régler ses affaires, par exemple, de se départir de biens qui sont chers à la personne ou d'animaux de compagnie. Donc, le P pour parole. Donc, de faire attention aux paroles, donc soit des déclarations explicites, par exemple, la personne qui dirait « je veux me suicider » directement « je veux mourir », ou des déclarations implicites, donc qui suggèrent la mort, qui suggèrent le suicide. Par exemple, de dire des choses comme « tout le monde sera mieux sans moi de toute façon » ou « bientôt vous n'aurez plus à soucier de moi » ou de parler du fait de partir en voyage ou d'être un fardeau pour les autres. Donc, ceci peut être considéré comme des menaces implicites. Implicites ou indirectes. Donc, de regarder aussi les émotions, donc des perturbations émotives, donc des sauts d'humeur, irritabilité, des excès de colère, des pleurs, des changements brusques d'humeur, par exemple. Donc, aussi des situations, donc de regarder, voir s'il y a des événements récents qui sont susceptibles d'affecter négativement la personne. Par exemple, une transition difficile, comme on a mentionné, un décès, un divorce ou la perte d'un emploi ou des situations comme ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Un modèle qui est simple, c'est le modèle ACE qui a été développé pour les forces armées. Donc, c'est un acronyme en anglais pour Ask, Care, Escort. Donc, ça peut être traduit comme interroger, s'en occuper et accompagner. Donc, c'est trois étapes. C'est simple, c'est efficace et c'est facile de se souvenir de ça avec cet acronyme-là. Donc, la première étape, c'est d'interroger, donc de poser la question directement à la personne. Ça peut être une bonne idée, d'abord d'observer ce qu'on ressent dans cette situation-là. C'est normal, c'est correct de se sentir mal à l'aise, de se sentir préoccupé, inquiet, effrayé, paniqué, tout ça, c'est très correct, c'est normal.
peut-être prendre un moment avec soi-même pour observer ce qu'on ressent, de prendre une grande respiration, de faire de la place pour ces émotions-là qui sont inconfortables, et d'essayer de rester calme dans cette situation-là. On peut aussi essayer de choisir un endroit approprié pour une discussion comme ça, donc de mettre un cadre à la discussion. Donc, par exemple, de trouver un endroit qui est tranquille, où on peut parler ouvertement de la question sans être interrompu ou sans qu'il y ait de distraction à la discussion. Et puis, finalement, poser la question directement. Ça peut être une question simple, ça peut être aussi simple que « Est-ce que tu penses au suicide? Est-ce que tu as des idées suicidaires? » Donc, le fait de poser une question ouverte et directe, ça va mettre le ton pour une discussion ouverte et honnête. Donc, interroger. Deuxième étape, s'en occuper. Donc, juste le fait d'être présent, c'est déjà énorme. C'est plus important, juste le fait d'être là, c'est plus important que tout ce que vous pourriez dire, juste le fait d'être présent. Écoutez, juste écoutez la personne, laissez-la parler, prenez ses propos au sérieux. Là, on sait que la plupart des personnes ont du mal à exprimer ces pensées-là et peuvent ressentir la culpabilité, de la honte, ce qui peut être un obstacle à la communication. Donc, essayez d'exprimer de l'empathie, de vous montrer inquiet pour la personne, d'adopter une attitude de non-jugement, d'ouverture et d'acceptation. Il est important que la personne se sente comprise et qu'elle puisse rompre l'isolement. N'essayez pas de convaincre la personne qu'elle ne devrait pas ressentir ce qu'elle ressent. Essayez plutôt de vous connecter à ce que la personne peut ressentir. Par exemple, de dire des choses comme je vois que tu souffres, tu me parais très triste. Et vous pouvez montrer de l'empathie de façon verbale. Par exemple, de dire des choses comme ça doit être difficile de ressentir ce que tu ressens ou des choses comme ça. Et aussi de manière non verbale. C'est important de créer un rapport avec la personne, de bâtir la confiance. Ou quelque chose que vous pouvez utiliser si vous pensez que c'est approprié, c'est un contact physique. Par exemple, de tenir la main, mettre la main sur l'épaule de la personne. Mais utilisez ça seulement si vous êtes certain que cet acte-là va être bien reçu. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez toujours demander la permission. Aussi, quelque chose qui peut aider à créer, à bâtir la confiance, créer un rapport, c'est d'utiliser le prénom de la personne, encore si vous êtes certain que c'est quelque chose qui va être bien reçu, qui est approprié dans la situation. Vous pouvez essayer d'écouter, de garder l'oreille ouverte à des raisons qui maintiennent la personne en vie. Donc, ça peut être par exemple des enfants, un animal domestique, un travail, etc. Donc, vous pouvez aider la personne à s'accrocher à ces choses-là et l'aider à envisager un changement positif. L'espoir peut être un outil extrêmement puissant dans ces situations-là. Et finalement, on veut accompagner la personne vers des services. Pour savoir comment agir et où accompagner la personne, ça peut être une bonne idée d'avoir une idée du niveau d'urgence de la situation. Est-ce que la personne est en danger en ce moment? Est-ce que la personne est en danger dans un futur proche? On peut essayer de faire la distinction entre des pensées suicidaires passives et une planification active du suicide. Donc, une personne qui est en train de planifier son suicide. Donc, ça va vous aider à avoir une idée du niveau d'urgence de la situation. On peut demander directement à la personne, si la personne prépare son suicide, si elle planifie. On peut demander, par exemple, les trois questions « comment » ou « quand ». Ça va vous donner une idée là, du degré d'urgence de la situation. Si la personne a défini un moyen, est-ce que ce moyen est accessible? Est-ce que c'est un moyen qui est mortel? Dans quelle mesure est-ce que le plan est détaillé ou spécifique? Si vous considérez que la personne n'est pas en danger en ce moment, accompagnez-la chez un clinicien en santé mentale, un omnipraticien. Vous pouvez la référer à une ligne de crise ou un centre de crise et vous pouvez aider la personne à prendre rendez-vous, l'accompagner à son rendez-vous, etc. Laissez pas la personne seule si vous vous inquiétez pour sa sécurité. Demandez-lui la permission, par exemple, de rester ou suggérez que la personne reste avec un être cher jusqu'à son rendez-vous avec la personne ou l'organisme ressource. Vous pouvez aussi vous assurer que l'environnement est sécurisé. Est-ce qu'il y a des armes dans la maison, par exemple? Est-ce qu'il y a des articles toxiques ou dangereux, des médicaments, par exemple?
Si la personne a aussi spécifié un moyen de suicide, assurez-vous que ceci est éliminé ou confié à une personne sûre. Par exemple, vous pouvez garder les médicaments pour la personne, les administrer en petite quantité, ou par exemple son conjoint, ou on peut aussi demander à un pharmacien de donner des petites quantités à la fois. Si la personne est en danger maintenant ou dans un avenir proche, accompagnez-la à l'hôpital ou appelez les services d'urgence. Vous pouvez être doux, mais ferme avec la personne. Vous pouvez lui donner un choix, par exemple, est-ce que tu préférais que j'appelle les services d'urgence ou qu'on aille ensemble à l'hôpital maintenant? L'un des endroits les plus sécuritaires, les plus sûrs qu'on peut amener une personne est dans un hôpital. L'équipe de l'hôpital va procéder à sa propre évaluation et s'il y a un risque pour la personne, si la personne est en danger, ils peuvent la garder même contre son gré sous l'ordre d'un tribunal. C'est toujours préférable que la personne coopère, mais par contre, si la personne ne veut pas coopérer, si la personne ne veut pas avoir de l'aide et qu'il y a un risque pour sa vie, vous êtes responsable pour cette personne. C'est important donc d'amener cette personne-là pour qu'elle puisse être en sécurité. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez appeler les services d'urgence et ils pourront vous orienter vers le meilleur plan d'action. Ils sont formés pour faire face à ce genre de situation et vont réagir de manière appropriée. Si vous vous trouvez dans une situation où la personne a déjà agi, récoltez le plus d'informations possible, son âge, le sexe de la personne, l'adresse, est-ce que la personne est consciente, est-ce qu'elle est dangereuse, est-ce qu'elle est agressive, est-ce qu'elle est violente, quelle méthode la personne a utilisée, si par exemple c'est des médicaments, combien de médicaments, si vous avez ces informations-là, depuis quand, est-ce qu'il y a des armes à feu dans la maison, est-ce que la personne est violente, etc. Des choses à ne pas faire, ne paniquez pas. Juste la présence de pensées suicidaires, c'est toujours préoccupant, mais c'est pas nécessairement alarmant. De nombreuses personnes ont des idées suicidaires à des moments dans leur vie. Ça peut être un symptôme commun d'un problème de santé mentale commun, par exemple une dépression ou un trouble de la personnalité. D'avoir des pensées suicidaires éphémères, passagères, c'est ni anormal ni inhabituel, mais ce qui demande une attention immédiate, c'est si les gens envisagent de passer à l'acte et planifient leur suicide. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas besoin d'aide, il faut la référer toujours vers des services appropriés, mais essayer de ne pas paniquer dans ces situations-là. Donc, ne pas rejeter, minimiser, menacer, juger, moraliser, blâmer. Les gens, comme on l'a vu, envoient souvent des indices à leurs proches avant de passer à l'acte. Si ceux-ci sont écartés, ça peut les décourager de parler. Il est possible aussi que les personnes qui ont des idées suicidaires luttent aussi contre des émotions, par exemple la honte ou la culpabilité, ce qui peut aussi être un symptôme de dépression. C'est donc pas utile d'aggraver la situation. Il ne faut aussi pas présumer, comme on l'a vu, que la personne ne cherche qu'à attirer l'attention. Même des personnes qui ont des comportements parasuicidaires, donc des personnes qui s'automutilent sans avoir l'intention de mourir, peuvent aussi mourir par les gestes qu'ils posent. N'essayez pas de résoudre les problèmes, n'essayez pas d'offrir des solutions, concentrez-vous plutôt sur le contenu émotionnel que la personne vous offre. Aussi, ne promettez pas de garder ce que la personne vous dit, de ne pas garder ça secret. C'est pas aidant pour la personne et aussi ça vous place un fardeau immense sur les épaules. N'essayez jamais de gérer ça tout seul. Ça peut être épuisant, ça peut être drainant et allez chercher aussi de l'aide pour vous qui aidez quelqu'un qui a des pensées suicidaires. Donc, on va regarder quelques ressources qui sont disponibles. Donc, il y a toujours Jeunesse J'écoute. Donc, il offre un soutien téléphonique 24/7 par téléphone, un soutien téléphonique et par clavardage, aussi un forum avec des intervenants. Donc, c'est pour les enfants et les adolescents. Il y a la ligne d'information pour les familles, donc il offre un soutien téléphonique et virtuel 24/7. Il y a le programme d'assistance aux membres pour les membres des forces armées. Donc, le numéro est listé ici. Il y a un soutien téléphonique et de référence. Il y a aussi le programme d'aide aux employés et aux familles pour les employés qui sont non militaires.
Donc aussi, il y a soutien par téléphone, par clavardage, et il y a une ressource qui est excellente, là, c'est Suicide Action Montréal, il y a des articles, du soutien aussi qu'ils peuvent offrir. Voici aussi quelques ressources qui sont disponibles en Europe. J'ai mis des ressources en Allemagne et aux Pays-Bas, mais contactez-moi si vous avez besoin d'aide pour trouver des ressources dans votre région. Si jamais il y a une urgence, n'hésitez pas à contacter les services médicaux d'urgence. Donc, la plupart des endroits, c'est le 112 ou rendez-vous directement à l'hôpital le plus près. Il y a les aumôniers aussi qui sont disponibles 24/7. Il y a moi-même, je suis disponible par courriel. Voici mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'envoyer un message si c'est pas urgent là, d'envoyer un courriel ou laisser un message téléphonique. Je vais pouvoir vous aider, vous soutenir. Il y a aussi les services en santé mentale des Forces armées canadiennes ici en Europe, donc le capitaine Lafayette Simard et capitaine Robert. Ici, j'ai mis une liste des ressources en gestion de crise à travers l'Europe. Donc, il y a des ressources pour plusieurs pays. Ici en Allemagne, il y a téléphone, cell, je suis sûre que je prononce ça mal. Il y a un numéro de téléphone, il y a une ligne de gestion de crise 24/7, mais par contre, c'est pas certain qu'ils peuvent offrir des services en anglais ou en français. Et aux Pays-Bas, il y a Sensor, aussi un numéro de téléphone, il y a un site web. Aussi, il y a des fois des services en anglais, mais ils ne peuvent pas garantir l'accès aux services en anglais et certainement, probablement pas en français. Donc, si jamais c'est une urgence, appelez le 112. Donc voici, ça conclut la présentation que je voulais vous offrir sur la prévention du suicide. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, des demandes pour du soutien, contactez-moi. Le numéro de téléphone est ici et je ferai de mon mieux pour vous soutenir le mieux que je peux. Voilà, mais je vous remercie de votre écoute. Bonne journée.